Ah, j'ai horreur du karaté olympique, faut pas m'en parler. C'est une catastrophe. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Mais... alors on se rejoint sur le taekwondo, parce que le taekwondo olympique et ce qu'on est enseigné en club, aucun rapport. aucun rapport. Ce podcast vous est proposé par Budo Édition en partenariat avec le Vestiaire Amo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on va parler de taekwondo avec deux hauts gradés. Nous avons ici Claude Jorca et Stéphane Vérando qui sont actifs à l'ASBTP Taekwondo à Nice. Et aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de ce que c'est que le taekwondo. Alors du coup, ma première question, c'est quoi le taekwondo ? Alors, le taekwondo, c'est un art martial coréen de self-défense à main nue. Il a été développé au départ par des grands maîtres. C'est un art qui a à peu près 2000 ans, mais le taekwondo n'était pas connu en tant que vocable taekwondo. Il a eu divers noms au fil du temps. Les arts martiaux coréens, à une certaine époque, ont été, comment dirais-je, mis en sourdine, parce qu'il y avait beaucoup d'analphabétisme en Corée, et sous l'influence d'un roi, je pense qu'il s'appelle Chonji, il a décidé de développer l'alphabétisme, et ensuite le taekwondo il a été écrit. Il y a sur un grand livre, toutes les grandes techniques de base. Et ensuite, le taekwondo a repris son envol. Et il y a une chose qui était quand même surprenante, c'est que il y avait des combats dans les villages et le vainqueur devenait le chef du village. Voilà. Alors, moi, ce que j'aurais voulu savoir, et je ne le sais pas, les combats à l'époque, comment qu'ils se déroulaient, si c'était des combats au finish, au KO, voilà. C'est un petit peu un point d'interrogation. Et ça, c'est plutôt le taekyon ancien que le taekwondo, on va dire, moderne. Le taekwondo viendra en termes vocables, par le général Choi Yong-gi, qui a été le précurseur de ce qu'on appelle l'ITF, l'International Taekwondo Federation. Et je pense que Stéphane pourra en parler, puisque il représente quand même au sein de l'ASBTP, il a une très très bonne section à Colomar de ITF, et il fait de nombreuses compétitions internationales. Voilà, donc quand on parlera de l'ITF, il prendra la parole. Alors du coup, justement, même question, c'est l'interrogation d'histoire aujourd'hui. Est-ce que tu sais un peu à partir du général Choi comment ça s'est développé le taekwondo dans le monde ou en France ? Alors, dans le monde, quand Général Choi a créé le taekwondo, après il a eu ses disciples, et puis disciples, et puis ils ont promulgué le taekwondo un peu partout dans le monde, en faisant des démonstrations. Donc le même système que le karaté, le judo, des disciples qui ont diffusé un peu partout dans le monde. Il m'a semblé, alors je suis historien des arts martiaux, mais le taekwondo reste un mystère pour moi, il m'a semblé que le général Choi était un élève de Gishin Funakoshi. C'est le cas ou pas du tout ? Il faut bien comprendre une chose, c'est que la Corée a été sous le joug du Japon, et le général Choi, qui était un élève, il travaille dans une école, il a été enrôlé dans l'armée japonaise de force, et bien entendu, il a appris le karaté au Japon. Lorsque la Corée était sous le joug du Japon, il était interdit de pratiquer et d'enseigner le taekwondo en Corée. La seule chose qui était autorisée, c'était le karaté. Voilà. Et donc, le général Choi développe les techniques de karaté et il va les introduire dans le taekwondo. Et après, le vocable taekwondo sera mis au vote. Et je pense que c'est dans les années 60
il va venir, ça va être connu, parce que moi je me souviens, mon frère avait immigré au Canada et il me parlait du taekwondo. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est une forme de karaté, le karaté coréen, le karaté volant. Ouais. Hein, puisque c'était les noms qu'on donnait à l'époque. L'image qu'on avait, c'était les coups de pied sautés et tout. Et effectivement, quand je l'ai vu travailler, j'ai vu une très grande dextérité dans les jambes, et c'est ce qui m'a plu. Et j'ai fait la connaissance d'un très grand maître qui s'appelle Maître Park Jong-soo. Et c'est lui qui, je crois, a diffusé le taekwondo en France. Il y a deux choses. C'est un petit peu différent parce que on va parler d'une séparation. Ils étaient tous à une certaine époque avec le général Choi, mais les Coréens ne voulaient pas que le taekwondo sorte de Corée. Et le général Choi voulait justement expanser cette technique. Et il y a eu un conflit, mais là je suis obligé de rentrer dans l'histoire, oui, bien sûr, avec un président avec le futur président Park. Il deviendra président, mais il avait été condamné à mort par le général Choi et par un jury, parce que c'était un fasciste et qui avait tué pas mal de gens. Et la politique se faisant, juste après la guerre, il a réussi à sauver sa tête. Je parle du président, et enfin du futur président, et il devient président de Corée. Donc le général Choi craint pour sa vie, et donc part avec tout son staff au Canada. Ok. Et de là, il a diffusé le taekwondo. Voilà. Et là, ensuite, après, avec des maîtres coréens, il fera des tours mondiaux et ils vont faire des démonstrations dans le monde entier. Sur ce que c'est que le taekwondo, on a évoqué l'aspect historique, on a peu parlé de l'aspect technique. Le taekwondo, alors le mot, enfin l'ensemble de termes taekwondo, c'est vraiment la voie du pied et du poing. Donc littéralement, c'est la voie de se battre avec les mains et les pieds, quoi. Absolument. Mais j'ai l'impression qu'il y a une prédominance, contrairement au karaté japonais où il y a une prédominance des mains un peu, au taekwondo il y a une prédominance des coups de pied. De base, le général Choi a créé le taekwondo ITF et l'International Taekwondo Federation, c'est pied et poing. Oui. Et on a les coups de poing à la tête, on a beaucoup de coups de pied, c'est vrai que c'était la plus grande force, c'était les coups de pied qui ont été développés, mais il y a aussi les points avec tout plein de techniques qu'on a à tête et corps. Ensuite viendra le WTF, maintenant qu'on appelle WT, World Taekwondo. Et là, justement, ils ont plus effacé tout ce qui est technique de bras, en laissant vraiment en dominance les jambes. C'est ce qu'on voit actuellement à la télé, parce que c'est la forme de taekwondo qui est le plus répandue au niveau télévisuel, on va dire, qu'on voit au JO notamment. Et effectivement, il y a c'est l'escrime des pieds. Donc mais de base, ITF, pieds et poings. Et donc, historiquement parlant, le taekwondo était quand même proche techniquement du karaté, puisque le général Choi avait appris le karaté et avait en gros mélangé les savoirs, si je puis dire, de ce qu'il connaissait. Alors, en tant qu'historien, je dois quand même dire une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il a appris le karaté et qu'après, pour créer une légitimité et une vraie identité à l'art martial, il a dit non mais en fait ça vient du Taekyon qui était avant. Mais techniquement, c'était quand même beaucoup plus proche du Shotokan. D'ailleurs, les pumse de Taekwondo ressemblent énormément au kata de Shotokan. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Djorka? Alors, bien sûr que le général Choi a subi une influence considérable, et ensuite il a cherché à avoir une entité, une identité. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que le vocable taekwondo soit mis en exergue. Et donc, alors. C'est vrai que sur le plan historique, on peut se demander, il n'était pas le seul, il y avait beaucoup de maîtres. Et donc, quand le mot taekwondo a été, comment dirais-je, élu, eh ben, on a considéré que c'était une entité à part entière. Oui. Voilà. Donc, le taekwondo, je pense que c'est en 55, 56, parce qu'il faut savoir 55. Que le général Choi, il n'est pas que général d'armée. Il est quand même, en tant que général d'armée, il est quand même à la base de l'armée coréenne. Et
Ça fait partie de l'histoire. Hein, et il avait un contrôle d'une partie de l'armée américaine. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un calligraphe. Il était ambassadeur. Donc, il avait de très hautes relations internationales. Et c'est la raison pour laquelle il a été reçu dans énormément de pays pour les démonstrations. Et ça a été suivi par des centaines de milliers de personnes. Et il faut bien se mettre ça en tête. On est en 55, Ouais. hein, on n'est pas en 2025 avec la communication que nous avons maintenant. Les réseaux sociaux, Internet, ça n'existait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens étaient surpris quand ils découvraient cette forme martiale qui était inconnue pour eux. D'ailleurs, vous-même, je crois que vous avez été surpris en découvrant ce karaté coréen, ce karaté volant, comme on l'appelait à l'époque. Oui, absolument. De par le travail de ce que j'ai vu de mon frère, parce que j'étais beaucoup plus gradé que lui, mais surtout quand j'ai vu son professeur, le grand maître Park Jung-soo, et ça a été révélateur. Et ça a été un coup de foudre. Et donc, je pars au Canada. Et techniquement, qu'est-ce qu'il y a de différent actuellement entre, par exemple, c'est un podcast pour les néophytes, donc on va parler comme à des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le karaté et le taekwondo? Pour quelqu'un qui regarde ça d'un point de vue extérieur, c'est des coups de pied, des coups de poing. Alors, si on parle du taekwondo WT, effectivement, le WT, il n'y a que des coups de pied. On va dire, c'est vraiment base de coups de pied. Très, très peu de techniques de coups de poing, alors que le karaté, c'est pied-poing. Alors, ils ont beaucoup évolué en pied au karaté ces dernières années, depuis quelques décennies même, dû au taekwondo, justement. On nommera Christophe Pina, qui a été élève de Monsieur Djorka, Monsieur Djorka, et qui a été champion du monde en grande partie. Oui, il avait une grande maîtrise des coups de pied. Oui. Exactement. Donc, voilà. Et c'est plus le karaté est plus ancré au sol, plus statique, alors que le taekwondo c'est vraiment plus léger, plus de déplacement, etc. Et plus d'enchaînement aussi. Au karaté, ça va être sur un coup, deux coups. Enfin, on arrête à chaque fois le combat, alors qu'au taekwondo, il y a une continuité dans les rounds. Alors, on parle beaucoup du taekwondo sportif là pour évoquer la différence. Mais il y a aussi un taekwondo, moi je le vois quand je fais des recherches sur les arts martiaux, en gros dans les clubs, il y a 80-90% des gens qui ne font pas de compétition. Bon, ça dépend des arts martiaux. En taekwondo, peut-être c'est un peu plus de gens qui font de compétition. Peut-être 70% des gens pratiquent en club, mais ne font pas forcément les compétitions. Est-ce qu'il y a quand même cette distinction entre ITF et WTF pour les gens qui ne font pas de compétition? Alors, disons que le loisir, loisir reste loisir. Est-ce que c'est une question compliquée, ça. Parce que je sais que par défaut, les profs dans les salles, ils apprennent la technique pour envoyer les gars dans un certain système de compétition parfois. Alors, il y a vraiment les gens, on va dire plus âgés ou très jeunes qui eux font peu de compétition et donc eux ils apprennent juste la technique, ça leur suffit. Ouais. Mais quelle technique ils apprennent? Parce que comme on a un système de compétition où il n'y a pratiquement que les pieds qui comptent, est-ce que ça influence sur leur apprentissage du taekwondo en général? Alors, en fait, l'époque a vachement évolué, on va dire d'il y a 20 ans, 30 ans, etc. Les gens qui vont venir, ils vont venir vraiment pour, si c'est en loisir, ça va être pour le fait de se remettre en forme, le fait de reprendre un peu du muscle, de la souplesse, du cardio, d'avoir une bonne santé, etc. Il y a aussi un phénomène de sociabilisation, où on est en société, on voit du monde, etc. C'est vrai que le sportif, le taekwondo sportif, on va dire de compétition, n'est pas enseigné comme le loisir. Ouais. Il y a une distinction entre deux groupes dans les clubs souvent. Il y a vraiment deux. Alors, ça peut être enseigné. Alors, moi, je parle pour mon club ou pour le club de Claude. Ça peut être enseigné sur la même manière, mais après, on peut l'enseigner entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire juste en coup de pied. Il n'y a pas de version. En fait, c'est la version tactique et technique qui est un peu effacée. Ouais. On va faire des coups de pied, on va faire de la souplesse, on va faire voilà. Ça, c'est pour le combat. Après, pour la technique. On va faire les katas, chez nous c'est les pumse ou les tools, Oui. et on va faire les katas comme on le ferait,
mais il y a certaines règles qu'on va effacer. Et si on regarde, là je m'adresse plutôt à Claude, deux pratiquants faire le même kata, mais qui ont été formés l'un dans un club plutôt compétiteur et l'autre dans un club plutôt traditionnaliste, entre guillemets. Est-ce qu'on verra sur eux les différences? Absolument. Généralement, les compétiteurs, ce sont des techniciens de combat. Ils ont appris la dynamique, la technique de vrai terme de combat, alors qu'un technicien, il sera beaucoup plus sur la base, c'est-à-dire sur les techniques traditionnelles. Et il va mentalement se former là-dessus. Alors que le compétiteur combat, et lui, il va travailler sur l'endurance, la dynamique, la vitesse. Oui, des qualités physiques. Voilà. Et ce sont deux choses complètement différentes. De visu, on le voit tout de suite si l'un a été formé dans un... Oui. Avec Stéphane, nous sommes tous les deux responsables dans les jurys. Et ça, on le voit, et je vais laisser la parole à Stéphane. Alors, on le voit sur la façon de se déplacer, la façon de se positionner. Alors peut-être qu'un novice ne verra pas forcément la même chose, vraiment un novice, bon ben forcément, mais quelqu'un qui pratique du taekwondo, même depuis 1 an ou 2, on voit vraiment... Et je crois que même, bon moi je pratique pas le taekwondo, mais je fais pas mal de karaté, ça se voit, parce qu'il y a un peu les mêmes choses. Un karatéka traditionnel, il est très ancré dans le sol, les techniques sont verrouillées, etc. Alors que quelqu'un qui fait de la compétition, beaucoup plus fluide, beaucoup plus en mouvement. Je pense que c'est un peu pareil pour le taekwondo sportif et traditionnel. Oui, après il y a Alors effectivement, il y a cet ancrage. Après, nous, il y a énormément de souplesse qui a évolué depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'avant, on faisait de la souplesse pour la technique, je parle pour la technique. Ça passait, maintenant il faut être très très souple. Les jambes elles vont monter, avant on montait jusqu'à la tête, maintenant plus c'est haut et plus on gagne 2 points. Donc ça a beaucoup évolué sur ça. Il y a des compétitions de Pumse, et comment ça se déroule? C'est-à-dire que c'est comme en karaté, il y a un jury qui juge la qualité technique des pratiquants? Exactement, sur 2 notes, une note performance, une note technique. Donc la note technique, ça va être la note sur l'exécution, sur la bonne position, sur le diagramme qui est fait au sol. Et on a la note performance qui va être associée à la souplesse, à l'explosivité du mouvement, à l'équilibre et tout ce qui est, en gros, qui forme le Pumse. Ok. Donc si je comprends bien, il y a, comme dans d'autres arts martiaux, 2 aspects en fait. Un aspect traditionnel et un aspect compétitif, mais les deux sont pratiqués en club en général, les pratiquants pratiquent les 2 formes. Est-ce qu'il y a une obligation en taekwondo de pratiquer les compétitions pour passer les grades? Une obligation, non, mais de toute façon, il y a une part combat dans les modules. Et donc, il faut quand même, c'est quand même un art de combat, donc il faut apprendre le combat. Donc je pense que les professeurs doivent équilibrer leur travail sur les techniques de base, surtout. Alors sur nos modules, on a ce qu'on appelle les techniques imposées, les Pumse. Ensuite, on a un QCM, c'est un travail théorique sur le taekwondo, l'arbitrage, sur le taekwondo mondial, européen, français. Ça alors, il y a un QCM pour passer les grades? Ça c'est rare, je crois qu'en judo et en karaté, il n'y a pas. En karaté, je suis sûr qu'il n'y ait pas. En judo, je ne crois pas non plus qu'il y ait. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Et le 3e module, vous avez du combat, vous avez des impacts compétition, c'est-à-dire sur une attaque, vous faites des ripostes, et il y a l'Ojinsul, qui est la self-défense coréenne. Donc, vous présentez sur certaines attaques des blocages, des saisies, avec, comment dirais-je, amener la personne au sol. Donc ça ressemble un peu à ce qui se fait en karaté, en judo, alors plutôt en karaté parce que c'est un art de percussion, avec les kihon, les techniques fondamentales, les kata à maîtriser, et puis les bunkai, c'est-à-dire démontrer une partie d'un kata sur un partenaire pour montrer que la technique est maîtrisée, efficace contre un agresseur. Ce sont les fameux bunkai. Oui. Voilà. Et maintenant, on a introduit pour un certain grade, on prend une partie d'un Pumse supérieur,
Par exemple, si c'est l'imposé donc vous présentez son historique, la philosophie, et ensuite on vous demande une démonstration d'abord théorique, c'est-à-dire vous allez dire je prends tel morceau, je vous le démontre, j'explique, et ensuite je le fais en pratique avec un opposant. Oui. Et voilà, et on est jugé là-dessus. Oui, donc il faut maîtriser à la fois la théorie et la pratique. Voilà. Ce qui, dans d'autres arts martiaux, n'est pas toujours le cas. Parfois, la théorie seulement suffit, par exemple en Aikido, ou la pratique seulement. Alors, ça m'amène à ma deuxième série de questions. On a parlé du taekwondo tel que pratiqué en compétition, mais il existe en réalité plusieurs formes de compétition. Et il me semble qu'il y a aussi des compétitions qui ressemblent au full contact en taekwondo, des systèmes de compétition qui permettent de frapper plus fort, pas seulement à la touche, etc. Est-ce que tu as connaissance de ça? En taekwondo? Ouais. Non. Alors peut-être qu'il y a des... Parce que maintenant, les deux grands styles de taekwondo sont ITF, WT. Donc dépendent des fédérations. Et sont indépendants l'un de l'autre. Sachant que ITF, il y a 3 grandes fédérations en ITF. Il y a 3 gros groupes, on va dire. Ça a été divisé encore. Où dans ces compétitions, il y en a qui vont aller au plein KO. Ouais. Vraiment, un combat très dur. Le grand groupe qu'on représente, nous, avec lequel on est en semi-contact. Oui. C'est-à-dire qu'on va pas au KO. Même si ça peut arriver. Je peux garantir que ça tape quand même. Mais on ne doit pas mettre de KO à la fin. Et en WT, on est en système de KO. Donc, il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de... pas pour les enfants, bien sûr, mais... Il faut comprendre une chose. Je vais parler... alors, d'abord, je vais parler pour la question sur laquelle se développe actuellement, sous l'impulsion de Michael Meloul, une forme de compétition, c'est combat avec un K. Oui, j'ai vu passer ça. Voilà, ouais. donc j'ai été invité à cette compétition. C'est une compétition particulière. Ils sont dans une arène hexagonale. Le combat dure 5 minutes. Il est au KO. Vous avez le droit de donner un coup de coude. Vous avez le droit d'amener la personne au sol, de suivre pendant 5 secondes. Mmh. L'avantage dans ce style, ça va attirer, je dirais, les gens qui veulent... un petit peu plus, parce que le taekwondo WT est un taekwondo où on touche, et c'est un petit coup ici, ça marque un point sur l'ordinateur. Là, c'est pas pareil. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les pratiquants sont équipés de plastrons électroniques lors des Absolument. compétitions, et donc lorsque un choc touche le plastron, automatiquement, c'est retransmis à l'ordinateur qui comptabilise le point. Voilà. Alors, sur ça aussi, ça a beaucoup évolué à cause ou grâce aux JO, aux Jeux Olympiques. Donc, depuis que c'est introduit aux Jeux Olympiques, il n'y avait pas de plastron électronique au début. Ça tapait très fort. Comme au taekwondo, on tapait vraiment très très fort. Pour des raisons d'arbitrage, comme à la boxe, les JO de 2000 n'ont pas été très très intègres, on va dire. Il y a eu beaucoup de points donnés parce qu'avant, c'était quand on tapait, on entendait le son, et quand on entendait le son, on marquait le point au plastron. Forcément, il y a eu un peu beaucoup de triches où les Coréens ont avantagé un peu plus les Coréens, etc. Ce qui a amené aussi aux JO, aux organisateurs, de changer un peu ce système-là, de mettre en place l'électronique, mais pour la raison donc de l'arbitrage, mais pour une deuxième raison, c'est que avoir un KO et avoir du combat dur à la télévision, c'est pas non plus... Enfin, pour le grand public, on va dire, Ouais. Voilà, c'est comme à la boxe où avant ils avaient le casque, maintenant ils l'ont plus. Il n'y a pas forcément beaucoup de KO, il n'y a pas eu beaucoup de KO. Et du coup, cette évolution, elle a induit quelque chose qui est comme en karaté, un travail plus rapide que puissant? Alors, qui est plus précis, pas forcément plus rapide, plus précis. Ça a beaucoup changé l'art martial. Nous, ça l'a dénaturé de ce que Claude a pu l'enseigner, de ce que moi j'ai pu apprendre à tous mes débuts. Maintenant, c'est beaucoup
plus de touches. Alors même si ça frappe, on dirait que ça touche, c'est vrai que ça frappe un peu parce qu'il faut quand même envoyer de la puissance, mais ça devient beaucoup de touches, beaucoup de précision, énormément de souplesse maintenant. Ils mettent la jambe derrière l'oreille. Oui. Voilà. Donc ça. Et ça, tu penses que ça change la façon dont les profs enseignent dans les clubs? Ah oui, ça. Donc il y a une vraie influence du système compétitif sur le taekwondo. Complètement. Malgré que la plupart des pratiquants ne vont pas vers les compétitions de. On va dire que les professeurs, entre guillemets à l'ancienne, comme Claude, qui ont vraiment travaillé à la base du taekwondo, vont plus rester dans le traditionnel. Moi, je reste aussi dans le avant parce que je préfère le avant. Mais tous ceux qui suivent un peu la compétition ont vachement évolué sur leur pratique. Alors là, je vais me tourner vers Claude du coup. Est-ce que vous pensez que cette évolution de la pratique, elle est induite par un système, on va dire, typiquement français ou occidental de « je donne la subvention à celui qui me rapporte des médailles ». Et donc forcément, les profs vont vers la compétition pour avoir des médailles, des reconnaissances. Je vais revenir un petit peu sur quelque chose qui est quand même très importante. On a parlé du chaos système. Lorsqu'on faisait les compétitions, je parle de ça il y a plusieurs décennies en arrière, c'était le chaos système. Et le chaos système, qu'est-ce que nous avions comme protection? Un plastron. En bambou? En bambou, oui. En bambou, ouais, exactement. Testé, pieds nus. Le protège génital, et c'est tout. Ouais. Protège-dents? Il n'y avait pas de protège-dents. Okay. Donc, il n'y avait même pas de casque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un engagement total. Alors, c'est sûr que si vous preniez un mauvais coup à la tête ou quoi que ce soit, c'était un chaos. Voilà. C'est l'époque qui a voulu ça. Par la suite, on a commencé à mettre des protections parce qu'on a parlé quand même de l'intégrité. On s'est dit pourquoi il n'y aurait pas plus de gens qui viendraient en compétition. Et par la suite, lorsque nous sommes devenus olympiques, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait l'intégrité complète et la protection du corps. C'est pour ça qu'il y a eu des casques, protège avant-bras, protège tibia. On est bardé de protection. Et l'électronique est arrivée avec les plastrons électroniques et tout le reste. Donc, ça a plus travaillé à la touchette, un petit peu comme en escrime. Oui. Alors, on a perdu une qualité martiale. C'est-à-dire que quand on parle de martial, j'explique pour les auditeurs, avant, les frappes étaient faites pour mettre KO en un coup. Exactement. Il fallait que le coup qui touche soit le bon. C'est ce qui a fait la différence avec les combats de maintenant. Il peut y avoir des KO, attention, mais c'est devenu beaucoup plus sportif. Et il faut bien comprendre une chose, les époques sont différentes. Oui, l'époque de Monsieur Lahovary, que vous avez bien connu, est révolue. Je le dis pour les auditeurs, Monsieur Pierre-Yves Lahovary était un karatéka niçois. Je crois que vous avez été son élève. Non, je n'étais pas son élève. J'avais mon club et on avait formé une équipe niçoise. Oui. Une équipe très connue, oui. Voilà. Et on avait été donc champion de France FFK. On avait fait plusieurs compétitions internationales et c'était les Niçois, quel que soit le club. Et on avait quand même fait une très bonne réussite. Et c'est vrai que Pierre-Yves Lahovary est arrivé très tôt en tant que professeur de karaté à Nice. Oui. Et il avait un karaté très dur. Bon, c'était l'époque, mais c'était quand même... Et donc, la différence entre cette partie martiale dont on parle, où le coup qui touche doit être le coup qui tue d'une certaine manière, le coup qui met KO, et ce système de compétition où on va essayer de marquer un maximum de points, donc que le coup soit puissant ou pas, en réalité on s'en fiche, l'important c'est que... Il faut qu'il y ait une certaine puissance pour qu'il puisse... l'électronique s'active. Ouais, c'est ça. Oui. Donc il y a quand même une certaine puissance, c'est pas juste je frotte, même si le casque ça fait ça un peu, il faut juste frotter pour le casque, mais sur le plastron, il faut qu'il y ait une certaine puissance en fonction du poids qu'on a. Ah, donc il y a un calibrage sur les plastrons. Il y a un calibrage, c'est bien fait forcément, celui qui est en catégorie légère ne frappe pas aussi puissant que celui qui est en plus 80 kilos, quoi. Alors, pour revenir à la question des médailles, à la question, les nouveaux professeurs,
qui ont appris les techniques de maintenant ne peuvent, je peux pas dire qu'ils ne peuvent pas montrer ce qu'on a appris nous à l'époque. Il va démontrer des techniques, et Stéphane le fait, et je le fais maintenant pour certains compétiteurs, pour qu'ils soient à la page. Les époques sont différentes, l'arbitrage est différent, voilà. Mais le taekwondo par lui-même, il n'est pas différent. Mais il y a quand même, je le vois d'un point de vue extérieur, une très grande différence entre la pratique généralisée de maintenant et la pratique généralisée de vos débuts, par exemple. Alors c'est normal puisque les choses évoluent, mais il y a une vraie différence, on s'oriente vers le tout sportif. Ah mais absolument. Je vois que vous êtes tous les deux d'accord. Ah ouais, c'est l'époque qui veut ça, c'est le fait que les mentalités sont quand même très différentes au niveau du sein du club qu'il y avait il y a 40 ans ou 20 ans ou 30 ans, etc. Et maintenant où les gens ils sont là entre guillemets plus pour se défouler. C'est un sport à part entière. C'est plus un sport qu'un art martial. Exactement. Maintenant. Je vais revenir sur une chose qui est importante et qui va, je pense, éclairer un petit peu les auditeurs. C'est que il y a eu quand même la guerre de Corée. Et ça a été très important. Il faut savoir que l'armée sud-coréenne s'entraînait sur les plages. Il y avait 300 000 personnes dans différents endroits et s'entraînaient d'une manière martiale, c'est-à-dire en tant que guerrier, pour se défendre véritablement. C'était cette mentalité. Et les professeurs qui sont issus de cette époque, ça a été nos professeurs que nous avons eus il y a 50, 60 ans en arrière, donc c'était très dur. Parce que ils ont eu un entraînement très dur et une mentalité de survie. Alors que maintenant, c'est complètement différent. Oui, maintenant on enseigne pour le loisir, c'est devenu un loisir comme maintenant je vois bien les enfants dans les clubs, parce que moi-même je suis un peu, on est tous les deux à la salle Les Rives, donc on le voit. La mère nous amène les gosses parce qu'elle a un trou sur un créneau et qu'elle veut que le gosse soit gardé et qu'il fasse un peu de sport, mais que ce soit du taekwondo, du judo, du karaté. Moi j'ai envoyé des gens à Madame Rebecki, parce que Madame Rebecki qui s'occupe du judo, parce que c'était bien pour les horaires et nous on n'avait pas de place, et pour eux les parents c'est pareil. J'ai souvent dit à un ami à moi, ça pourrait être du taekwondo, du karaté, des échecs ou l'école de Daesh, ils s'en foutent tant que le gosse il est gardé. Les parents, ils ne sont pas très regardants sur l'art martial. Ils ont une vision quand même stéréotypée un peu, qui date des années 80, 70 parfois. Ils comprennent ce que c'est, mais ils ne comprennent pas vraiment la technique. Ils voient d'un point de vue extérieur, souvent, les gens. Alors, moi, pour beaucoup, quand ils viennent, ils ne savent même pas ce que c'est. Ah ouais, carrément. Ok. Et voilà, ils apprennent. Alors, des fois, voilà, je cherche un sport et expliquez-moi ce que c'est. Alors que c'est vrai, peut-être qu'à l'époque, on allait faire du karaté parce que c'était du karaté. On allait faire du taekwondo quand le taekwondo a émergé en France, par Claude sur la Côte d'Azur. On allait faire du taekwondo parce que c'était du taekwondo, qu'on avait entendu parler ça, comme un peu aujourd'hui le MMA. Je pense qu'il y a une différence de génération aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était souvent de jeunes adultes qui choisissaient volontairement d'aller, alors que maintenant, ce sont beaucoup d'enfants qui, du coup, sont envoyés par leurs parents. Ouais. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les enfants. Oui. Il n'y avait pas les enfants, c'était pratiquement que les adultes. Moi, j'ai pris les enfants, je dirais, relativement tard. Et ce qui fait que je dis pas qu'on a manqué, mais c'était l'époque. Et maintenant, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de versatilité. Les petits sont des touche-à-tout, sont des consommateurs. On goûte un petit peu au taekwondo, on goûte un petit peu au karaté, on goûte un petit peu à ci, on goûte un petit peu un peu à l'escalade. Alors, c'est très bien. La société offre énormément de loisirs. Et c'est vrai que les loisirs évoluent. Moi-même, je suis étonné quand je vois toute cette palette de sports. Je suis étonné, quoi. Quand j'ai fait mes recherches sur le karaté et le judo, j'ai souvent eu des professeurs, je leur ai demandé pourquoi vous êtes allé au judo ou au karaté. Ils m'ont dit, mais il n'y avait que ça dans la ville à l'époque. Il y avait 2 sports, il y avait foot et karaté, c'est tout. Et c'est vrai que maintenant, il y a une palette de sports. Mais alors, ce qui est intéressant,
c'est de comparer cette logique du tout sportif et du tout martial. Je pense que l'époque où c'était martial, c'est justement parce que c'était destiné à des adultes, en général des hommes, de bonnes conditions physiques, alors que maintenant on destine ça à des enfants, pas forcément de bonnes conditions physiques d'ailleurs, parce qu'on a toutes les catégories de taille, de poids chez les enfants, et donc il faut que ce soit tout sportif, parce qu'on ne peut pas leur faire du tout martial à des enfants de 7-8 ans. Oui, effectivement, il y a ça. Il y a aussi une mentalité qui a beaucoup évolué, et on ne peut pas avoir cette philosophie martiale, ou très peu aujourd'hui, c'est-à-dire les renforcer, parce que maintenant si on donne 10 pompes à faire, on peut avoir les parents sur le dos des fois, ou 50 pompes, ou machin, et le parent, mais pourquoi vous venez, etc. Il y a plus cette mentalité, et de l'enfant, hein, et de la famille, où on peut le pratiquer vraiment du niveau martial. Alors, je dis pas non plus à se dégommer la tête, mais une certaine mentalité, un respect. De l'endurcissement aussi. L'endurcissement, ça vient de l'armée, donc ce code un peu viril, de l'armée, de la droiture, etc., du renforcement du corps. Claude ? Ce que je veux rajouter, c'est que moi, en tant qu'ancien professeur, et je continue toujours, j'ai adapté et adopté une pédagogie, parce que je ne peux pas, même si je suis resté quand même martial, je me suis mis quand même au goût du jour. Sinon, c'est une porte, c'est pas une porte ouverte. On ne peut pas enseigner aux enfants maintenant comme on enseignait aux adultes il y a... C'est complètement différent. Et d'ailleurs, il suffit de voir que même au Japon, en Corée, dans les pays asiatiques, ils sont quand même, les jeunes sont frappés de leur époque. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et une question que je me posais à propos de l'enseignement, du coup, puisqu'on a parlé d'enseignement, vous avez formé 2 grands champions quand même. Vous avez formé Christophe Pina et même plus que 2 grands champions, parce que vous avez formé les frères Meloul. Et quelle est cette vocation qui vous est venue d'enseigner? Pourquoi est-ce que je vois les professeurs d'arts martiaux, je vois tous qu'ils ont envie d'enseigner, et je me demande pourquoi en arts martiaux on veut enseigner et partager, alors qu'en escalade, en foot, on peut pratiquer sans jamais avoir l'idée d'enseigner. Pourquoi, pour vous, dans les arts martiaux, l'enseignement, c'est quelque chose d'important ? Moi, je pense que c'est restituer un enseignement, une méthode de combat, mais surtout, c'est le travail sur soi, ce que ça nous a apporté. Et moi, je crois que un des grands retours que j'ai sur le plan de la satisfaction, c'est quand je vois Stéphane, qui a été mon élève pendant 20 ans, je pense que quelque part, je lui ai apporté quelque chose, comme mon professeur m'a apporté quelque chose, et j'ai pris ça, moi personnellement, j'ai pris ça comme une mission, c'est d'apporter aux gens. Voilà, parce que ça m'a fait du bien. Donc, j'enseigne et j'essaye justement de toucher les gens et de leur faire comprendre que ce soit en taekwondo, karaté ou autre, je veux dire, de faire toucher l'essentiel. Oui. Voilà, oui. C'est ça qui est important, c'est l'épanouissement de l'être. Stéphane, même chose pour l'enseignement, ça t'apporte beaucoup ? Ah oui, moi c'est énorme. C'est une transmission en fait. Alors Claude a raison, moi il m'a transmis énormément de choses. Je suis arrivé, c'est le premier sport de combat que je faisais, j'avais 17 ans. Je suis tombé là par hasard parce qu'un pote m'a amené, c'est Lionel qui m'a amené. Je suis tombé amoureux du sport, du prof, parce qu'il nous contait toujours des histoires. Sur le taekwondo, sur la politique, sur la Corée, etc. Et en fait, il y a cette transmission à un moment qui doit se faire, comme Claude a été, comme Park Jun-soo qui a enseigné à Claude, qui a transmis, Claude m'a transmis. Et il y a comme un devoir de transmettre. Et je pense que c'est ça, les arts martiaux, c'est toute une transmission de génération en génération. Nous, ce qui nous aide par rapport aux autres sports, pourquoi l'escalade, il y a quand même ces histoires de grades qui fait qu'on a à un moment
quand on a atteint le noir, il y a comme quelque chose qui se fait et dit c'est le moment de transmettre aussi. Oui, c'est vrai que... Alors c'est un truc qui a été instauré par le judo en particulier, Ouais. mais qui a été repris dans les autres arts martiaux. Le système des grades avec les ceintures, ça a permis de développer de manière massive les arts martiaux et surtout de faire une chose dans les arts martiaux qu'il n'y a pas dans les autres sports, de fidéliser les gens. Parce que le gars qui fait de l'escalade, si ça lui plaît pas, il va pas trop persévérer parce qu'il a rien de concret à gagner. Alors qu'en arts martiaux, il y a ceinture jaune, ceinture orange, etc. Et donc, il a l'impression de gagner quelque chose. Alors en France, on adore les médailles en plus, on aime ça. Donc c'est un peu quelque chose qui a permis de faire avancer, surtout pour les enfants. Mais maintenant, je vois que pour les adultes, les hauts grades, enfin même les grades de ceinture noire, etc., ça motive pas tant les gens qu'avant, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a atteint un plafond de verre et que maintenant les gens, bon les enfants sont toujours motivés par les grades, mais les adultes, à part la ceinture noire, il n'y a pas vraiment de cap. Je ne sais pas si les Dan, ça les motive encore beaucoup. Effectivement, pour la plupart, l'objectif, c'est la ceinture noire. Ouais. Voilà. Une fois qu'ils sont atteints à la ceinture noire, ok. Après, souvent, ils continuent, mais leur objectif vraiment premier, c'est la ceinture noire. C'est la ceinture noire. Qui à l'époque était un truc que tu avais travaillé pendant 5 ans, tu avais sué, tu avais... Encore 5 ans, je crois que Claude, c'était plus au début. Hein. C'était plus que 5 ans la ceinture noire. Au début, il n'y avait pas de ceinture noire à l'époque. Hein. C'était, on s'entraînait et... Oui, il faut compter 5 ans, 7 ans, voilà. Et maintenant... Quand vous avez commencé le taekwondo, vous étiez déjà ceinture noire de karaté. J'étais 2e dan. Ok. Donc, oui, ce qu'il faut expliquer pour le grand public, c'est qu'après la ceinture noire, il y a des niveaux qu'on appelle dan. Et donc, on peut atteindre le premier dan, c'est la ceinture noire. Et ça peut aller jusqu'au 10e dan, donc le 10e grade après la ceinture noire. 9e dan, en fait, et 10e, cas exceptionnel, à titre posthume. Oui. Alors, c'est vrai que... D'ailleurs, le taekwondo a gardé ça. Truc qu'en karaté, ils ont perdu totalement. Avant, on allait jusqu'à 9 et on avait le 10e soit de manière très exceptionnelle, soit à titre posthume pour service rendu à la nation. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bon, maintenant, en karaté, moi je vois surtout le karaté, et même en judo, un peu, on donne les 10e dan, ça arrive. En judo, il y avait Henri Courtine, qui avait été 10e dan, et Bernard Pariset aussi, je crois. Je ne suis pas sûr que Pariset, je crois qu'il a eu le 9e. Et en taekwondo, est-ce qu'il y a des 10e dan français ou des 9e dan français? Oui, il y a des 9e dan français. Il y a John Benjamin. Il y a Édouard Bronco. Ok. Et le 3e, il s'appelle Fan. Voilà, ils sont tous les 3 9e dan. Et ils ont commencé donc à la même époque que vous, à peu près? Oui, pratiquement. Ok, donc c'est des gens qui ont 50, 60 ans de pratique. Voilà. Alors, ça me fait penser à quelque chose, parce que tout à l'heure, on parlait du taekwondo. Je voudrais pas oublier un grand maître quand même, qui a été le précurseur du taekwondo en France, et surtout dans la région parisienne, c'est le grand maître Lee Kuan Yew. Oui, tout à fait. Voilà, il faut surtout pas l'oublier, parce qu'il a quand même formé, et je connais tous ses anciens élèves, qui sont tous des 8e dan. Donc c'est dire qu'il a eu un impact considérable. Et même à l'époque, quand il y a eu les champions du monde de karaté, puisque le taekwondo était au sein de la FFKMA, oui. Et il avait entraîné l'équipe de France de karaté. Alors ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est qu'il y a eu un moment où quand le taekwondo est arrivé en France, il a rejoint la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires. Absolument. Et donc, je crois que ça a été jusqu'en 87, comme ça, quelque chose comme ça, 87, 88 peut-être. Et ensuite, le taekwondo a eu sa fédération. Oh, mais même bien plus tard, la fédération de taekwondo. Alors, en fait, le taekwondo, il y avait le COT, le comité d'organisation taekwondo. En 88, le taekwondo est en démonstration aux Jeux Olympiques. Participent 3 Français, Pérez, Mounir Boukrou et Franck Ribaillé. Et en 2000, il rentre en tant que
entité aux Jeux Olympiques. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aux Jeux Olympiques, souvent, ils font ça. Ils font un test une année pour voir si ça va. Et après, ils font entrer les sports définitivement. Par exemple, là, le karaté, en 2020, ils ont fait un test et finalement, ils ont décidé de le retirer. Ce qui est dommage. Ce qui est peut-être pas si dommage, mais j'ai horreur du karaté. Ah, j'ai horreur du karaté olympique, faut pas m'en parler. C'est une catastrophe. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Ah bah alors on se rejoint sur le taekwondo, parce que le taekwondo olympique et ce qu'on est enseigné en club, aucun rapport. Aucun rapport. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le grand public, quand on lui dit taekwondo, s'il a vu les Jeux Olympiques, il a ça en tête. Et du coup, c'est très difficile après pour les profs de revenir sur ça et de dire mais c'est pas ça qu'on enseigne. Ben c'est même pas ça, c'est que ça fait pas très très bonne pub. C'est pas très visuel. Enfin moi je trouve, avant il y avait des coups de pied retournés, ça a volé de partout, ça tapait, etc. Maintenant, les combats sont... Alors, ils essaient de dynamiser, mais ça renvoie pas la meilleure image. Ça dépend de l'époque, parce que l'époque où le taekwondo est arrivé, on voyait peu de coups de pied hauts, spectaculaires, comme faisait Monsieur Pina, d'ailleurs, votre élève. Et donc, c'était exotique pour les gens, ça attirait. Mais maintenant, ce qui attire, c'est le combat au KO, c'est les UFC, c'est le MMA. Et donc, quand les gens qui sont attirés vers l'aspect martial voient des gens frapper à la touche à peine et marquer des points, un succès, ils se disent c'est pas efficace, donc je vais ailleurs. Moi je compare avec la lutte souvent, avec la lutte libre. Ouais. Putain, ce qu'ils prennent quand on prend le sol à 50 km/h, c'est pas là. Donc c'est deux pratiques qui sont très différentes. Et justement, ça m'amène à la dernière partie de cette interview, c'est enseigner versus pratiquer. Je vois d'un point de vue extérieur que très souvent les professeurs, quand ils commencent à enseigner, ils cessent de pratiquer. Ça m'a surpris. Est-ce que c'est vrai aussi dans le taekwondo ? Alors, qu'est-ce qu'on vous entendez par ils cessent de pratiquer ? Ils cessent de pratiquer, ils font plus les entraînements, ils font plus de combats, ils répètent plus les katas ou les pumsé. Alors, ça dépend des professeurs. On va faire une généralité très générale. Alors, nous avons des stages qui sont organisés. Il y en a 2 ou 3 dans l'année. Il y a un stage au gradé qui est souvent à Paris. Et puis après, bon, il y a la pratique personnelle. Ça c'est une question personnelle. Celui qui veut s'asseoir et puis donner le cours en parlant, il peut le faire. Mais je pense que la démonstration est quand même nécessaire. Et puis les gens font beaucoup de mimétisme par rapport aux professeurs. Oui. Et donc, faut donner si on veut être bon professeur, il faut montrer l'exemple. Oui, je suis d'accord. Mais je sais que Stéphane continue à pratiquer tout en enseignant. Alors, moi, même jusqu'il y a 2 ans, je faisais compétition, je pratiquais, j'allais aux entraînements tout le temps. Après mes entraînements à moi, je descendais chez Claude, j'allais frapper dans le sac, j'allais courir. Et j'ai arrêté la compétition il y a 2 ans. Et j'ai donc, pendant quasiment 20 ans, j'ai enseigné, fait les compétitions, coaché en même temps que mes élèves. Et que les compétitions étaient assez folles parce que je coachais mes élèves, je me changeais, j'allais combat, je me rechangeais, j'allais coacher mes élèves. Et c'était assez fou. Et effectivement, je pratiquais énormément et j'enseignais parce que le taekwondo évolue énormément. Chaque année, il y a des changements de règles, que ce soit en technique, des changements, et en combat aussi. Et si on ne se met pas à la page avec par exemple, les stages d'arbitrage et les stages d'arbitrage, les stages qu'on a en technique, etc., on est vite perdu. Et alors là, c'est plus le même. Et pour le passage de grade, si on avait passage de grade, et c'est vrai qu'un enseignant qui pratique plus, alors au moins qui se met plus à jour, parce que pratiquer peut-être la forme physique, c'est peut-être différent. Bon, ça appartient à chacun. Mais s'il se met plus à jour dans les stages, etc. Au bout de 2-3 ans, il est paumé. Même au bout de 2 ans, 1 an, 2 ans. C'est intéressant parce que j'ai une professeure de judo que j'ai interviewée, qui est responsable technique du comité départemental de judo ici, des Alpes-Maritimes, qui m'a dit c'est incessant les changements. Et elle m'a dit pour les professeurs, des fois c'est pesant. Parce que des fois, ils forment leurs élèves, quand ils sont des clubs vraiment penchés vers la compétition, ils forment leurs élèves pour un certain système de compétition. Et l'année d'après, ils leur disent, vous vous rappelez ce qu'on a appris là ? Eh bien, ça, c'est fini. Maintenant, il faut faire autrement. Et l'année d'après, encore.
et c'est un changement incessant qui, je vois, est pesant pour les profs. Ah ben c'est exactement ça chez nous en combat. Un jour on va te dire, une année on va te dire, ben ça on a le droit de faire. L'année suivante on n'a plus le droit de faire. Et puis 3-4 ans après, de nouveau. Ah ouais, ben on a changé les règles. En technique, encore pire, parce que moi je l'ai vécu. On va au championnat de France. Et le jour du championnat de France, on te dit, donc on a une réunion avec les arbitres, ça a changé. Donc si vous faites le jour même de la compétition, si vous faites ça pendant le PUMSE, vous aurez tant de points en moins. Okay. Donc on a le temps de s'entraîner, de s'échauffer et de se corriger. Ce qui est pour les gens qui regardent, s'ils pratiquent le sport, un mouvement qu'on a répété 50 000 fois d'une manière, pour le corriger en 1 heure pour faire une autre manière, c'est impossible. Alors en fait, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est qu'il faut s'adapter. Donc c'est quand même important de pouvoir s'adapter rapidement. Et puis le mauvais, c'est cette gestuelle que l'on apprend. Et puis brusquement, c'est un petit peu le système dans la circulation. Quand vous prenez une rue où vous êtes autorisé de circuler, et brusquement, le lendemain, vous avez un sens interdit, vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de sens interdit. Vous avez pris la rue pendant 30 ans, vous prenez la rue, vous prenez le sens interdit. C'est pour ça qu'ils mettent des policiers en disant, attention, voilà. Et c'est ce phénomène, il faut s'adapter. Voilà. Une dernière chose à propos de la compétition, et après on va parler un petit peu de votre actualité. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de compétitions et que le calendrier devient de plus en plus chargé. Je l'ai vu dans le judo et dans le karaté. Est-ce que c'est la même chose en taekwondo? Ah, là il y a des choses à dire. Ah oui, oui, effectivement. Alors, en plus, nous, on pratique les 2 styles de taekwondo, donc on a un double calendrier. Mais effectivement, il commence à mettre en WT, dans le style olympique, de plus en plus de compétitions. Beaucoup pour les enfants aussi, parce que ça manquait. Parce que les compétitions, il fallait beaucoup bouger dans les 4 coins de la France, voire en Europe, pour les faire. C'est pas plus mal. Au niveau du combat, après il manque encore beaucoup de choses au niveau de la technique, qui n'est pas encore au point au niveau WT, parce qu'en ITF c'est un autre système. En ITF on fait plein d'épreuves le même jour, c'est-à-dire qu'il y a une organisation de fou, ils font technique combat, combat préarrangé, ce qu'on appelle combat préarrangé. Des fois il y a des techniques en équipe, des combats en équipe, il y a de la casse et il y a des techniques spéciales, donc coups de pied sauté, et tout ça le même jour. Et quand je vois en WT que c'est que combat, ils mettent 1 heure. Il y a une différence de niveau d'organisation dans les deux fédérations. Oui, énorme. Alors, pour compléter ce que dit Stéphane, il y a une multiplicité de compétitions. Vous avez les compétitions officielles, les championnats départementaux, championnats de région, championnat de France, Coupe de France, et ensuite il y a tous les Open. Alors les Open labellisés en France, ça peut être Strasbourg, ça peut être Toulouse, ça peut être Montpellier, donc s'ajoute. Et après il y a les compétitions de clubs, on fait des interclubs, donc ça fait beaucoup de compétitions. Ça marche comme en judo, il y a des labels pour les compétitions des Open? Oui, il y a des catégories de compétition, des G1, G2, qui rapportent des points pour le ranking, pour le classement des athlètes. Donc ça c'est pour les auditeurs qui... Oui, donc les labels sont décernés par les fédérations aux organisateurs de la compétition. Disons qu'un mec à Toulouse veut créer un grand Open de taekwondo. S'il respecte le cahier des charges et qu'en plus il a du monde, on peut lui décerner un label et du coup les compétiteurs sont assurés d'avoir des points pour le classement. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas forcément la fédération française, mais c'est peut-être international, européen du moins. Et il y a un classement. Voilà, s'ils font un G1, il y a tant de points quand il finit premier, tant de points quand il finit deuxième. C'est un peu la même chose qu'en tennis en réalité. Exactement. Ouais. Et ce qui permet après d'avoir accès pour certains au JO. Donc si premier du ranking, premier du classement, est sélectionné au JO pour avoir en équipe de France ou autre d'être. Ok. Alors on va finir cette interview en parlant un petit peu de votre actualité. Claude, vous avez reçu dernièrement le 8e dan, ce qui est quand même pas rien en taekwondo. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, des 8e dan en France quand même.
Il y en a quelques-uns, mais ça court pas non plus les rues. Et je crois que Stéphane, vous êtes 6e dan également. Alors, dans une des deux fédérations, j'ai pas suivi laquelle exactement. Alors, je suis 6e dan en WT et 3e dan en ITF. Mais j'aime plus lever le pied sur les passages de grade sur ça, mais ça c'est pour une autre histoire. Par contre, Claude, il est 8e dan. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, 8e dan en WT, mais il est aussi 8e dan en ITF. Ok, donc vous avez quand même un grade élevé. Vous êtes le pionnier du taekwondo, au moins dans la région. Et je crois que vous avez eu pendant toutes ces années, parce que vous avez ouvert votre club de taekwondo il y a 51 ans, 52 ? Exactement. Ouais, donc ça fait quand même un paquet d'années et vous enseignez toujours ? J'enseigne toujours. Okay, c'est une passion. Ouais, je vois ça. C'est bien, c'est parce que c'est rare. En général, les professeurs, arrivés à 40 ans, ils commencent à lever le pied. C'est rare de trouver des professeurs qui ont encore la passion. Comme je disais, c'est non seulement une passion, et puis j'ai pris ça un petit peu comme une mission. Voilà. Et j'ai eu des retours tellement positifs sur le bien-être qu'ont ressenti les élèves, qui m'ont amené leurs enfants. J'ai eu 3 générations et donc ça, c'est un retour. On peut pas l'enlever. Je crois, ce qu'il y a de plus positif quand on reçoit. J'attends pas de recevoir, mais comme j'étais passionné et on m'a transmis un savoir qui m'a complètement changé, qui a bouleversé ma vie. Et ben, je me suis dit, je peux pas ne pas continuer. Alors il enseigne, je le rajoute parce que ça, pareil, il faut le voir dans la salle pour y croire. Il enseigne, mais il pratique toujours. C'est-à-dire qu'il va toujours faire les combats avec les élèves et tout ça. Je dirais pas son âge, mais c'est vraiment une force de la nature. Et puis, on a fait il y a quelques années, ça remonte à quelques années, mais on était à Toronto avec grand maître Park Lun-so. On a fait, je sais pas, 3 entraînements ou 4 entraînements par jour, pas par semaine. Et j'avais du mal à le suivre. Il dit punaise, et alors dans ma tête, je dis je pouvais pas. Il était à fond. Je dis moi je peux pas avec mes 30 ans de moins être en dessous de lui quoi. Mais c'est extraordinaire voir en salle quand il combat avec les élèves. Et vous pratiquez donc et vous enseignez tous les deux au sein de l'ASBTP. Donc je suis moi-même pratiquant à l'ASBTP mais en karaté. Et il y a quelques années, on se tapait dessus. Tu faisais aussi les cours de full contact. Exactement. Karaté, full contact avec Anthony. Ouais, Anthony Pérez. Ouais. Anthony Pérez. Parce que j'avais un peu plus de temps et puisque c'était aussi dans mon cursus de compétiteur. Parce que je allais toucher à tout pour justement essayer de progresser encore plus en ITF, parce que je faisais de la compétition en ITF, que moi il me manquait beaucoup les points, j'avais du mal avec mes jambes c'était parfait, mais les points c'était plus galère. Et j'ai été embarqué sur quelques compétitions en full et en light contact, en karaté contact et en karaté traditionnel. Je me suis même retrouvé avec c'est ce que je voulais dire pour conclure, c'est que souvent on présente les pratiquants d'arts martiaux comme des gens qui sont spécialistes d'une discipline, c'est le cas, mais ça ne les empêche pas pour autant de pratiquer d'autres disciplines. Claude, je crois que vous avez fait en plus du karaté, de l'aïkido aussi. Oui, j'ai fait 7 ans d'aïkido. Et souvent, les gens ne réalisent pas ça, que les pratiquants d'arts martiaux font d'autres choses. Moi, j'ai fait de la capoeira, j'ai fait d'autres trucs. Moi, je suis instructeur de Krav Maga aussi. Ouais. Et je trouve que c'est même important d'aller voir ailleurs. Pas pour dire qu'on est les meilleurs ou pour ça, mais justement pour prendre. Il y a toujours des choses à prendre dans tous les arts martiaux, quoi qu'on fasse. Moi, j'ai vachement appris en karaté, j'ai vachement appris en full contact. Et puis, trouver le bon enseignant qui veut bien aussi partager. Ça, c'est hyper important, partager sa chose, sa passion. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, j'ai mes élèves qui vont faire des cours de boxe ou de... J'ai dit, allez-y, parce qu'ils me demandent toujours, est-ce que je peux... J'ai dit, oui, justement. Si allez prendre à droite, allez prendre à gauche, vous allez toujours trouver, ou dans le déplacement, de la protection, des choses en plus. Je trouve que c'est important de s'ouvrir un peu à tout. Et puis ça montre une belle mentalité des profs de s'ouvrir, parce qu'il y a une époque où les profs avaient peur de la concurrence, avaient peur d'envoyer leurs élèves et de les perdre. Maintenant, c'est bien d'être ouvert et de dire, si tu veux apprendre un peu plus de boxe, va là. C'est une belle mentalité, je trouve, c'est pas mal. Il y avait aussi le fait qu'ils avaient peur de perdre des élèves, et puis il y avait certains enseignants qui voulaient
pas apprendre parce que c'était secret en fait. Oui, il y avait le aussi martial ça. c'était secret, on pouvait pas apprendre à n'importe qui, alors que maintenant il y a vraiment une grosse ouverture. Puis il y a aussi le phénomène d'Internet, les vidéos, il y a des milliers de vidéos maintenant, donc on peut rien cacher, on peut pas empêcher les gens, donc il faut vivre son époque. Et je pense que tout professeur doit vivre son époque. Il faut pas rester fermé sur un passé. Le passé est passé, voilà. Donc je pense que on s'est adapté. Ouais. Alors justement, on va conclure avec un peu d'actualité. Donc on est là en début de saison pour les auditeurs. Bon, le podcast sortira probablement vers octobre-novembre, mais on est en début de saison à ce moment-là. Je rappelle pour les auditeurs qui veulent vous retrouver à Nice, qui seraient niçois, qui voudraient pratiquer le taekwondo, que vous êtes actif donc à la SBTP et je crois dans 2 dojos ou 3. Plusieurs. Plus que ça même. Oui, alors est-ce que vous pouvez au moins donner les quartiers? Claude est à la salle Lérite à Saint-Roch. Il est à Nice-Nord aussi, à Saint-Barthélemy privé. Pour ma part, suivant les âges, je suis à l'école de Fabron, Nice-Ouest, secteur Nice-Ouest aussi à Saint-Antoine de Ginestière. Et pour Taekwondo ITF, j'ai un énorme groupe à Colomar. On est sur Colomar. Donc voilà, j'invite les auditeurs, si vous voulez pratiquer le taekwondo à Nice, vous savez où aller. De toute façon, je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens vers vos sites internet, vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir accordé un peu de temps aux auditeurs et à moi-même pour parler du taekwondo. À bientôt sur la chaîne de Budo Édition. Salut! Retrouvez tous vos livres de sport au Vestiaire Amo et tous nos ouvrages sur budo.fr.